Alors après une matinée passionnante, extrêmement intéressante avec nos invités, qui nous ont donné à voir une perspective historique à travers des portraits de femmes et à travers aussi l'histoire de l'art dans son ensemble, place désormais à des enjeux plus contemporains de la question de la place des femmes dans les arts, en compagnie de 3 artistes femmes. Cécile Proust, Sanaya Zigi et Scarlett Cotten. Alors je vais les présenter avant de commencer la discussion. D'abord Sanaya Zigi, merci d'être avec nous. Vous êtes une graphiste syrienne diplômée en 1993 de la faculté de Beaux-Arts de l'Université de Damas. Vous avez fondé The Cultural Diary, le premier agenda culturel bilingue arabe-anglais en Syrie qui couvrait l'actualité artistique et culturelle à Damas et dans d'autres villes de Syrie de 2007 à 2012. Et puis en raison de la guerre, vous avez fui la Syrie pour vous installer au Liban, où vous avez créé l'initiative Elwen pour l'art-thérapie et l'accompagnement psychologique dédié aux réfugiés syriens au Liban. Mais c'est surtout ce projet titanesque de mémoire créative, Creative Memory, de la révolution syrienne qui va nous intéresser cet après-midi et sur lequel vous allez vous attarder. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés, à ma droite, Cécile Proust. Vous êtes performeuse, autrice, chorégraphe, commissaire d'exposition, enseignante. Vous êtes diplômée de l'école des arts politiques créée par Bruno Latour à Sciences Po Paris. Vous avez collaboré à l'émergence de la nouvelle danse française des années 80 et 90. Vous dirigez depuis 2004 le projet interdisciplinaire Fémeuse, dont vous nous parlerez plus en détail plus tard. Et vous dispensez également des enseignements sous forme d'ateliers dans différentes écoles. Par exemple, l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, Paris 8, à Saint-Denis, l'Université Paris 1, à Sorbonne, l'ENS à Paris également, et puis au Centre national de danse à Pantin. Et vos œuvres, qui croisent de multiples champs théoriques, sont liées aux questions politiques, de genre, aux questions d'intersectionnalité aussi, et interrogent la fabrique des corps, des genres, des images et des regards, et on en parlera tout à l'heure. Et puis enfin, Scarlett Cotten, vous êtes photographe française. Après des études à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, vous vous intéressez particulièrement au thème de l'identité, du genre et de l'intimité. Votre travail a été récompensé notamment par le prix Laïka Oscar Barnack en 2016. En 2019, votre travail photographique Plan américain, dont on parlera également plus longuement tout à l'heure, a été finaliste des Sony World Photography Awards dans la catégorie portrait, du PH Museum Photography Grant, du Grand Prix Images Singulières, de la photographie documentaire et de la bourse du musée Albert Kahn. Et merci aussi à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce matin, nous avons parlé d'invisibilisation des femmes artistes, avec les exemples notamment des artistes du XXe siècle, mais également aussi l'œuvre de Nadia Léger, décrite par Aymar du Châtenay. Cette invisibilisation est à l'œuvre dans toutes les formes artistiques par ailleurs. Alors, quelques chiffres pour lancer la discussion, mesdames. Alors, par exemple, 25% des expositions de la Tate Moderne, le musée d'art contemporain à Londres, sont consacrées à des créatrices, 25% seulement. Au Metropolitan Museum of Art de New York, ce n'est pas franchement mieux, puisque moins de 5% des artistes de la section art moderne sont des femmes, alors que 85% des nus sont des femmes. Et puis en France, on ne fait pas mieux, puisque moins de 30 artistes femmes figurent, par exemple, dans les collections de peinture du Louvre, et les collections du musée d'Orsay comptent 300 créatrices pour 4500 artistes. Voilà pour quelques chiffres assez parlants, qui complètent d'ailleurs ceux qui avaient été donnés ce matin. Peut-être une première question à vous, Scarlett Cotten. Peut-être que le grand public comme moi pense... à tort ou à raison, et vous nous le direz, que la photographie peut-être échappe à ce genre de constat assez désespérant. La photographie peut-être étant vue comme une discipline plus ouverte, plus accessible à des opportunités pour les femmes. Alors, est-ce qu'on fait mieux chez vous ou pas? Alors non, vraiment pas malheureusement. Hein. Et c'est marrant d'avoir cette idée. Le micro. Ah oui. Oui. Je suis étonnée qu'on ait cette idée, qu'on puisse avoir cette idée que la photographie serait à part ou différente par rapport à cette situation de l'invisibilité des femmes. Parce qu'en ce qui concerne la place des femmes dans la photographie, on constate une difficulté flagrante depuis l'invention du médium des femmes à s'imposer et à être reconnues.
Dans les écoles d'art, comme on vient de le voir, elles sont majoritaires et représentent 2/3 des effectifs. Mais dans la visibilité, dans l'accès à la visibilité, il y a un phénomène d'évaporation. Les raisons de cette évaporation sont nombreuses, mais l'une d'elles, majeure, est le manque de conscience et d'engagement d'institutions et de responsables de festivals qui laissent les femmes dans les marges. Donc pour identifier les mécanismes à l'œuvre de cette invisibilisation, il est donc nécessaire de poser des chiffres. Les femmes photographes ne représentent qu'à peine 20% des artistes exposés dans les galeries, festivals et autres institutions, alors qu'on vient de voir qu'elles sont majoritaires parmi les diplômés des écoles spécialisées. Donc moi je vais vous faire un petit récapitulatif de quelques chiffres importants en ce qui concerne la situation en France, d'après le travail statistique de Marie Daucher. Marie Daucher étant la fondatrice du blog visuel au pluriel.art, ce que le genre fait à l'art, et de La Part des femmes, qui est un collectif d'artistes devenus militantes par nécessité et luttant pour un partage équitable des ressources publiques. Marie Daucher s'appuie dans cette étude sur les travaux de sociologues du genre et de l'art comme Marie Buscato et Irène Jonas. Donc la première étude qui concerne le nombre de photographes. C'est une étude qui est compliquée, peut être complexe, parce que ce sont des données dont l'analyse est fragilisée du fait même de la paupérisation des photographes. L'INSEE fait état de 22 000 photographes répertoriés en tant qu'emploi principal. 45% auraient moins de 40 ans, dont 50% seraient des femmes, et 54% auraient plus de 40 ans, dont 23% de femmes et 77% d'hommes. Mais la progression des effectifs de photographes affiliés au régime social de la GESA, qui est le régime principal aujourd'hui remplacé par l'URSSAF avec beaucoup de flou, ne rend pas compte de cette évolution. Car en effet, nombre de photographes se sont tournés ces dernières années vers des statuts d'auto-entrepreneurs pour pouvoir facturer plusieurs activités, car ils et elles exercent en moyenne 3 métiers et demi liés à la photographie, et un tiers exerce une activité salariée complémentaire ou principale dans un autre domaine. On y reviendra sur la question justement du statut et de la précarité effectivement des photographes. Voilà, et c'est donc particulièrement vrai pour les femmes, car l'AGESA ne leur permettait pas d'avoir de congé de maternité approprié. Elles sortent donc des statistiques, ce qui ne signifie pas qu'elles ne produisent plus. Et pour les revenus des photographes, les revenus médians s'élèvent à 1 400 € pour les hommes et 1 000 € pour les femmes, malgré leur haut niveau d'études. En 2017, les 10% des photographes les mieux rémunérés concentrent 42% des revenus et sont majoritairement des hommes de plus de 40 ans vivant en Île-de-France. À noter également que plus ou moins 50% des photographes seraient au RSA et donc non répertoriés en tant que photographes. Voilà. Par rapport aux chiffres dans l'enseignement culture, 80% d'enseignants sont des hommes et on est à 100% pour les responsables ateliers. Cette situation pose évidemment des problèmes de diversité de points de vue et d'angle mort dans l'enseignement, comme la valorisation de sujets dits féminins. D'après une étude en licence en histoire de l'art, 6% de femmes artistes étaient étudiées. En ce qui concerne les collections, au CNAP, par exemple, dont on a parlé ce matin, le Centre national des arts plastiques, qui semble pourtant très vigilant sur ce problème, la proportion de femmes dans la collection est de 27%, chiffre qui peine à progresser, car mécaniquement le retard accumulé ne peut être compensé par une politique strictement égalitaire. D'autres exemples de collections montrent que la part des femmes ne dépasse jamais 27%, comme à la Maison européenne de la photographie, ou pour le Centre Pompidou, 25,5%. Au Musée d'Art moderne, en 2018, dans la collection permanente exposée, il y avait moins de 5% de femmes, et en 2019, sur un nouveau parcours, sur l'art contemporain, 25%. On voit que le poids d'une histoire patriarcale marque toutes les collections photos en France. Alors ça, c'est sur la question du constat, et il est absolument flagrant, il est absolument clair. Est-ce que du coup, ça se retrouve aussi sur, et j'imagine que oui, la question de la reconnaissance de la profession, la reconnaissance sociale, via les prix par exemple, qui sont extrêmement importants en photographie? Oui, bien sûr, il y a les prix, il y a les expositions, il y a la représentation en agence. Et pour ce qui concerne les prix, aujourd'hui, la photographie émergente représente 37% des prix.
Qu'est-ce que la photographie émergente, c'est les jeunes photographes. Hein. Donc, il paraîtrait que même depuis les années 60, c'est une tendance, mais aujourd'hui, ça représente 37% des prix. Et cette partie de la population des artistes dits émergents est devenue une cible privilégiée des programmes de politique culturelle ou de mécénat, mais également des galeristes, ce qui fixe une borne supérieure maximale de 40 ans. À ce problème de l'âge vient s'ajouter la problématique du projet familial qui pèse quasi essentiellement sur les femmes. À 40 ans, elles sont nombreuses à sortir des radars alors qu'elles sont toujours là. De 2010 à 2019, 36% des prix ont été attribués à des femmes. Sur la saison 2018-2019, ce chiffre atteint 41%, soit une augmentation de 5 points, mais elles sont encore très faiblement représentées dans les prix documentaires et photoreportages ou ceux des grandes marques comme Hasselblad ou Leica. Pour le prix Leica, de 80 à 99, 4 femmes, de 2000 à 2019, 5, soit 9 femmes en 40 ans. Pour le prix Hasselblad, de 2004 à 2019, 5 femmes en 16 ans. L'édition du livre est une étape indispensable dans la carrière des photographes et pour les prix consacrés au livre, le prix Nadar a depuis 1955 récompensé 5 femmes en 64 ans et le prix Aperture du First Photo Book of the Year, 8 hommes en 8 ans d'existence. Alors c'est justement pour lutter contre les arts dominés essentiellement par les hommes où les femmes sont minorées, en tout cas dans leur visibilité, qu'un groupe de femmes artistes, activistes comme elles s'appellent, s'est constitué. On l'a vu ce matin, les fameuses Guerrilla Girls qui se sont constituées à New York en 1985 pour promouvoir la place des femmes dans les arts et les minorités également, ethniques, sexuelles. Et je vous propose de regarder un reportage d'Arte qui a été diffusé il y a quelques mois pour vous donner à voir justement leur combat sur ces questions-là. Merci. Un petit mot, peut-être une réaction, mesdames, sur cette forme de contestation pour essayer de faire bouger les lignes, même si visiblement elles le disent, elles l'avouent elles-mêmes, c'est compliqué. Cécile, peut-être ? Faire bouger les lignes, de toute façon, il y a de la résistance, hein, donc forcément c'est difficile. Moi je connais bien le travail des Guerrilla Girls, enfin je connais bien, oui, comme beaucoup de gens. Je les ai même d'ailleurs réutilisés enfin, au niveau de la performance et de l'habillement dans certaines de mes performances. De quelle manière ? De quelle manière ? En mettant une tête de gorille, c'est très performatif de mettre une tête de gorille, donc faire au sein d'une des fameuses qui était une performance, entre le spectacle et la performance, et puis aussi comme photo d'invitation aussi. Et ça a quel sens, du coup, ce masque de gorille ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça a tous les sens. D'abord, c'est le côté animalité, évidemment. J'adore le texte de Virginie Despentes qu'on a entendu tout à l'heure. Hein. Je parle depuis les moches, depuis les poilus. Enfin, voilà. Donc, on a vraiment cette figure qui fait peur. Cette figure, on a... c'est dans quel film, là, le grand gorille qui vient prendre la femme comme ça ? King Kong, voilà, merci. Moi, j'aime bien la participation du public, c'est cool. Voilà, et puis, donc voilà, et puis il y a aussi le côté, pour elle, de la visibilisation En même temps, elle se protège, hein, puisqu'il était quand même question de ça, de ne pas être encore plus éliminée. Et puis, voilà, le fait que les femmes soient invisibilisées. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui explique le fait que même avec des actions comme celle-ci, qui sont des actions, du coup, pour le coup, de visibilité, on ait du mal aussi à faire que le message puisse bouger les lignes. Parce qu'il y a de la résistance en face. Quelle résistance ? Il lâche pas l'affaire. Quel type de résistance, du coup ? Alors, moi, je vais plutôt parler peut-être de là d'où je viens, donc qui est le spectacle vivant. Donc, on va avoir des données différentes. Enfin, le spectacle vivant, hein, donc, qui va concerner le théâtre, la musique, la danse, qui se donne sur un plateau, qui est inscrit dans... Et ça fait quand même une différence aussi, qui est inscrit dans l'histoire du salariat, en fait. Hein, on est des gens qui sont salariés, donc on a un autre statut... si on se place, parce que là, c'est quand même ça aussi dont il était question, dans une histoire du travail... Après, au sein du spectacle vivant, évidemment, on va avoir des histoires très différentes. Évidemment, la danse, comme vous vous en doutez, est la parente pauvre à côté de la musique et du théâtre, pour diverses raisons, parce que ce sont des métiers qui ont été reconnus bien avant. Hein. L'histoire du salariat pour les danseuses, c'est très récent. Hein. Les danseuses de l'opéra étaient des très jeunes filles de milieu social pauvre qui étaient obligées
d'être protégé ou de se prostituer. Enfin, le foyer de l'Opéra de Paris était le lieu où les hommes venaient rencontrer des petits rats de l'opéra qui cherchaient, enfin qui avaient besoin d'être entretenus. C'est ça le foyer, l'origine du foyer. Donc le salariat en danse, c'est très récent. C'est les années 30, enfin voilà, c'est quand même... Donc on n'a pas du tout la même histoire que la musique ou que le théâtre. En danse aussi, évidemment, on a une énorme majorité on a une majorité d'élèves encore plus grande qu'en école d'art, bien entendu, on le sait toutes et tous. Et puis, alors, c'est très intéressant parce qu'en danse, on a presque quelque chose, à partir du moment où en France, sous Mitterrand, Jack Lang a développé les centres, enfin a créé les centres chorégraphiques nationaux, et je pense qu'on était à peu près, alors si vous voulez vous référer, vous pouvez aller voir dans le rapport Rennes-Pratt, qui est sorti en 2006, et qui a fait vraiment un état des lieux, qui a été édifiant, mais pour parler plus précisément de la danse, je pense qu'on était à peu près à la parité quand les centres chorégraphiques nationaux ont été créés. Il y avait autant de femmes que d'hommes. Et maintenant, en fait, il y a une inversion. Et je pense qu'on est maintenant encore peut-être un peu... Enfin, en tout cas, pas mieux loti que le théâtre, c'est-à-dire très très mal. Et quand même peut-être un peu moins mal que la musique, où là, bon, pour plein de raisons historiques qui peuvent nous sauter à la figure. Enfin, il y a pas de femmes chefs, il y a très peu de femmes chefs d'orchestre. Bon, donc c'est encore, il y a une disparité. Donc nous, il y a comme une inversion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les années 80, les hommes sont arrivés dans la danse contemporaine, dans la nouvelle danse française, celle dont j'ai fait partie. Donc les hommes sont les jeunes hommes qui sortaient des conservatoires ou d'ailleurs, ou qui venaient des arts plastiques aussi, parce que d'où qu'ils viennent, c'était presque toujours une valeur ajoutée. Que ce soit des hommes, c'était une valeur ajoutée. Qu'ils viennent du monde des arts plastiques, on était très impressionnés dans la danse par le monde des arts plastiques. Donc, Christophe Rizzo, par exemple, qui est directeur du centre chorégraphique, ce qui ne retire rien à son talent, de Montpellier, vient des arts plastiques. Enfin, il y a plusieurs hommes comme ça qui viennent d'un autre champ, ou même d'un champ complètement différent, qui commencent en danse très tard. Quel que soit le parcours, on s'y est intéressé. Et on pensait que c'était toujours plutôt mieux. Et donc, on leur a vraiment déroulé un tapis rouge, et maintenant, donc, il y a une inversion totale. Et il va falloir maintenant appliquer, comme pour le théâtre, alors qu'on a un nombre alors là, pour le coup, de jeunes femmes et de jeunes filles dans les écoles supérieures, tout à fait... personne ne met en doute, par exemple, le talent de jeunes chorégraphes femmes. Ça, c'est... Scarlett Cotten, Sanaya Gigi, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce type d'action des Guerrilla Girls, par exemple? C'est un exemple, ce sont des précurseurs, des précurseuses, je ne sais pas si ça se dit. Il suffit de le dire pour que ça se dise. Pardon, oui, voilà. Dans ce type d'action, mais c'est essentiel que ça existe, évidemment. Ce qui est aberrant, c'est qu'on voit qu'elles comptent depuis 85, donc notamment les œuvres acquises par les musées aux États-Unis, qu'à l'époque c'était à 5%, quelque chose comme ça, et que le pourcentage n'évolue quasiment pas, quoi. Donc voilà, après leur action, elle est militante, elle est engagée, elle se passe par des affichages sauvages. Je pense que le symbole, justement, d'avoir cette tête de gorille est très importante, puisque ça prouve bien qu'à partir du moment où on se présente sans masque, on va être stigmatisé. Donc ça amène énormément de questions sur la place des femmes en général, de toute façon, dans le monde, même si on est la moitié de la population. A priori, on ne compte pas autant que l'autre moitié. Sana ? Alors moi, ça va être un peu différent, parce que je viens d'un contexte complètement différent. Je ne viens pas d'un mouvement contestataire culturel ni artistique, mais bien évidemment d'un mouvement populaire. C'est la révolution citoyenne dans laquelle tout le monde s'est engagé, y compris donc les artistes.
Et c'est vrai que donc aujourd'hui, je participe pas pour ni analyser ni se présenter comme spécialiste ou chercheuse ou le point de vue historique, pas du tout, mais en tant que graphiste qui a observé pendant longtemps le rôle de l'art dans la société et qui était complètement surprise, émerveillée par ce rôle dans la Révolution et après. Donc ce rôle a continué. Donc là, on a ce mouvement, cette révolution, c'est vrai qu'elle a incarné une culture de protestation. Parce qu'on témoigne aujourd'hui, dans les régions contrôlées donc sous le régime, les gens ont pris cette culture de protester. Et ça, c'est évidemment inédit dans notre histoire, en tout cas moderne. Et donc voilà, c'est vrai que donc, les artistes femmes ont eu une présence extraordinaire. Et comme ça, d'un coup. Et c'est pas parce que la société donc a évolué, ni parce qu'on avait un mouvement très fort qui a évolué, culturel, artistique, durant les années. Pas du tout. C'était comme un fait accompli, oui, qui voilà, s'est imposé et qui fait que voilà, on a beaucoup de femmes sur la scène artistique durant la Révolution et la guerre. Et tout à l'heure, voilà, je vais oui, vous montrer des exemples des femmes artistes avant la Révolution et après la Révolution. Oui, vous nous parlerez du projet Mémoire créative avec exactement. Donc il s'agit de la mémoire. Cette mémoire, c'est ce lien entre l'art et la mémoire. Et cette mémoire, comment elle va voilà, participer à écrire l'histoire, peut-être, notre histoire, un récit et plusieurs récits qui vont contribuer à conserver cette réalité. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Et Cécile, tout à l'heure, vous parliez de résistance. Alors, résistance au pluriel, parce qu'elles sont nombreuses. Certains parlent de nécessité de mettre en place des quotas, par exemple, pour faire en sorte d'imposer le fait que les lignes bougent enfin, ou de nommer absolument des femmes à la tête des établissements culturels et artistiques. Est-ce que vous trois, vous imaginez qu'effectivement, ça peut être une façon de faire pour enfin faire changer les choses, comme ça l'a été, par exemple, en politique, avec les quotas? Cécile, oui. Ah bah oui, oui, bien sûr, absolument. Oui, 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 d'autant plus que moi, je questionne toujours ce que serait que l'idée même du talent ou le fameux génie. Le génie, n'en parlons pas, évidemment. Ou même, voilà, voilà, d'être légitime à une place ou pas. Donc, de toute façon, à partir du moment où on questionne absolument ça et qu'on connaît un petit peu quelquefois la réalité des gens qui sont en place, voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut toujours remettre en question de toute façon et qui n'ont... parce que cette question, enfin là, parce qu'un petit peu ce qu'on pourrait opposer à ça, c'est oui, mais est-ce que il faut pas quelqu'un de talent? Donc évidemment, il y a autant de femmes de talent, voire plus peut-être, pour plein de raisons, qui sont d'ailleurs des raisons d'expérience. Oui. Hein, je donne justement quelques exemples à ce sujet, juste pour rebondir. Hein. On a parlé ce matin avec Mathilda de l'association OR de Camille Morino qui a fondé l'association, qui elle, eh bien, elle est à la tête de la Monnaie de Paris. Il y a Cécile Debré aussi à la tête de l'Orangerie à Paris, qui ont joué un rôle capital dans la mise en avant de femmes artistes ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc effectivement, être talentueuse et être à la tête d'établissements artistiques et culturels, c'est possible. Bien sûr. Bien sûr, oui, oui, non, c'est pour ça, je pense qu'il faut, oui, il faut, même moi, j'aurais envie de dire, bon, faut vraiment, faut y aller un peu plus, voilà, de manière un peu plus forte, parce que bon, autrement, ça n'avance pas, quoi. D'ailleurs, j'ai repensé... Donc on met des quotas. Bien sûr, ouais, et même pas... proportionnel, mais après il faut des quotas aussi pour des gens d'origines sociales différentes, de diversité bien entendu. Enfin donc ça c'est des questions qui sont multiples puisque dans les dominations c'est l'impensé des gens qui sont en place en fait. Enfin on ne questionne pas que ce soit des hommes blancs de plus de 50 ans, c'est comme une évidence. Enfin il n'y aurait que leur talent qui justifierait, voilà. En fait alors évidemment il n'y a pas que leur talent, et quelquefois c'est malgré un non-talent, bah c'est vrai, il faut le dire. Enfin, je dis pas qu'il y en a pas qui en ont, hein, il y en a qui en ont. Non, bien sûr, mais ça nous livre une vision très parcellaire du monde. Le fait que 80%
d'hommes blancs occidentaux soient exposés aujourd'hui dans les festivals ou accrochés sur les cimaises des galeries ou des institutions. Ça, c'est un vrai problème. Après, en ce qui concerne les... En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est au-delà de la question de l'invisibilisation des femmes ou de l'invisibilité des femmes artistes, c'est aussi la question de la norme, c'est-à-dire que la norme est masculine. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, ça a effectivement des conséquences sur bien sûr. vision, les perceptions et les œuvres aussi qui sont proposées au public. Oui, bien sûr, parce que dans la mesure où on habitue les gens depuis des siècles à voir en majorité ou presque entièrement, pendant une certaine époque, que des œuvres d'hommes, effectivement, le génie est devenu dans l'inconscient collectif quelque chose qui appartient à l'homme. Hein. Voilà. Moi, j'ai quelques chiffres sur justement qui dirige en 2019, qui est intéressant de connaître. Sur 38 centres d'art et institutions, on voit un rééquilibrage femmes-hommes à la tête des institutions au fil des années, mais en ce qui concerne les institutions emblématiques et les festivals, les hommes prédominent. Le Centre Pompidou, le Jeu de Paume, la MEP, qui est la Maison européenne de la photographie, les rencontres d'art, le plus grand festival international de photographie, Visa pour l'image, etc. Ces 5 dernières années, sur 21 festivals, dont 14 dirigés par des hommes, on note une progression des femmes de 2,3 points de pourcentage, ce qui évidemment est encore beaucoup trop faible. Alors qu'on sait, et on a vu cette année, qu'un festival ne perd pourtant rien en qualité ni en fréquentation en étant égalitaire, comme l'a démontré les rencontres d'art cette année, dont le directeur avait été interpellé, Sam Sturze, pour que la 50e édition soit un festival paritaire en exposant 50% de femmes. Et on se rend compte que ça a tout à fait bien marché, puisqu'il y a même eu une augmentation des visiteurs, de la fréquentation. Voilà, donc après, sur le fait que, évidemment qu'il faut, moi je suis pour la parité et les quotas en tout d'ailleurs, parce que sinon les mentalités évoluent trop lentement. Donc il faut imposer certaines choses pour que ces mentalités puissent évoluer. Mais on s'est rendu compte longtemps que c'est pas pour autant parce que des institutions ont été dirigées par des femmes qu'on voyait plus de femmes exposées, par exemple, parce qu'elles-mêmes étaient soumises à ce diktat que pour être prises au sérieux, il fallait qu'elles montrent des hommes. Voilà. Donc Martha Gilly a démontré le contraire pendant quelques années quand elle dirigeait le Jeu de Paume. Maintenant, c'est plus elle. Enfin, elle en est partie. Elle dirige l'École nationale de photographie. Mais oui, moi, je pense qu'à tout niveau, sans quota, sans exiger la parité, sans quota, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que la politique, justement développée par Agnès Salle pour le ministère pour l'égalité, et qui en fait a mis en place quelque chose qu'on pourrait appeler de l'ordre de la punition vis-à-vis des institutions qui sont donc financées par l'argent public ou les festivals, c'est de vérifier chaque année l'augmentation du pourcentage des femmes qu'ils montrent, et dans la mesure où ils ne respectent pas ce travail à réaliser, ils sont pénalisés financièrement. Donc ça, je pense que c'est une des mesures qui est intéressante, par exemple. Sana ? Juste un petit mot, parce que, comme je vous ai dit, la question, on n'est pas encore là. On n'est pas en Syrie en train de questionner ni la quota des femmes dans le monde de l'art et de la culture, même si le mouvement féministe existe depuis très longtemps, et que voilà, le quota, ça concerne les femmes au travail, parce que les femmes travaillent aussi depuis un certain temps. Donc ma mère, par exemple, était employée. Et donc ces causes-là, c'était par rapport donc, aux femmes au travail, dans les lois, dans les codes civiques, etc. Mais il y a des banalités, évidemment, concernant les artistes femmes, comme partout dans la société syrienne orientale. C'est-à-dire que voilà, la place de l'homme est beaucoup plus grande que la place des femmes partout, y compris évidemment dans l'art. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est donc la différence de cette scène avant et après. À remarquer qu'une des plus grandes galéristes syriennes est une femme. Comment elle s'appelle ? Mouna Atassi, qui a, elle, depuis 2-3 ans, a créé pour la première fois, comme pour les Syriens et la Syrie, la fondation Atassi, et qui s'occupe de l'art, l'art syrien. Mais c'est vrai qu'on a toujours dit, il n'y a pas de femmes artistes, il n'y a que des hommes, avant.
Là, maintenant, après la Révolution, c'est complètement autre chose, je crois. Même dans les livres qu'on voyait sur l'art syrien, on voyait énormément d'hommes et très, très peu de femmes. Alors, pourquoi? C'est maintenant qu'on a des jeunes chercheuses artistes, donc artistes hommes et femmes, qui s'intéressent à ces questions-là parce que l'art a changé de rôle durant la Révolution, qui a marqué la société. Cécile? Oui, non, ce que je voulais juste rajouter, c'est que même quand on dit quelquefois est-ce qu'il faut imposer des quotas, mais ce qu'on vit, les 80% d'hommes, nous est imposé. Simplement, le fait que c'est juste. Mais oui, n'est pas pensé. Et en fait, c'est complètement impensé, mais en fait, ça nous est imposé et on nous fait croire que c'est juste naturel ou le talent. Et donc, voilà, c'est ça. Et puis, enfin, pour moi, ce qui est très important, il ne faut pas se méprendre non plus aussi, c'est que les artistes comme les autres, ils ne sont pas différents du reste de la société, ont une vision liée à leur expérience. Donc, ce que font la plupart, évidemment, il va y avoir des exceptions et tout ça mériterait d'être évidemment nuancé, mais la vision d'un artiste, et encore une fois, dans l'art, justement aussi, l'artistique n'est pas questionné de cette manière-là chez les hommes, comme si... Enfin, on nous a assez bassiné avec l'universalité ou l'universel. On connaît bien ça, les hommes auraient un regard universel, mais bien sûr que non. Ils ont un regard qui est lié à leur expérience d'hommes dominants pour la plupart. Absolument. Et donc, voilà, l'expérience de quelqu'un de dominé, de quelqu'un... de multiples manières, en tant que femme, en tant que personne racisée, en tant que personne migrante, personne handicapée. Donc c'est une expérience que, évidemment, alors là c'est sûr et certain, n'aiment pas la plupart des personnes, non pas les personnes dominantes. Et puis en plus, il y a aussi une autre chose, c'est que le public des spectacles, les lectrices, le public d'art, je ne sais pas en photo, mais certainement, c'est majoritairement des femmes. Donc, en plus de ça, l'argent public, je suis toujours atterrée de voir... En fait, il y a une considération économique qui n'est même pas prise en compte. C'est ça que non, même pas ça. C'est-à-dire que, au-delà de l'économie, c'est-à-dire que les femmes vont voir des expériences qui ne sont pas les leurs, c'est elles qui font vivre effectivement et reconnaître. Parce qu'alors comme spectatrice, on n'a pas de problème pour mettre spectatrice au féminin, contrairement à autrice au féminin, mais c'est elles qui font reconnaître, qui font valoir effectivement l'art, en grande majorité. Enfin moi quelquefois je regarde autour de moi, c'est assez énorme et voilà, et ça encore c'est un impensé, ce n'est pas du tout questionné, quoi. Scarlett, vous aviez tout à l'heure abordé, effleuré la question des revenus, la question du statut. Oui. Je pense qu'il y a aussi cette question-là qui se pose quand on est une femme artiste, en tout cas peut-être que le grand public et vous posez la question, en tout cas moi je me pose la question, comment on fait pour vivre de ce travail-là, photographe, graphiste, danseuse, chorégraphe, quand d'abord c'est compliqué d'exister sur la scène artistique et qu'en plus de ça, en tant que femme, on a, j'imagine, tout un tas de difficultés matérielles à gérer. Pour les photographes femmes, par exemple, quelles difficultés cela pose ? Évidemment que l'économie suit la courbe de la reconnaissance, parce que finalement, quand on est photographe-auteur et qu'on crée une œuvre, le seul moyen de gagner sa vie est de vendre ses œuvres mêmes. Donc pour qu'elles aient la chance d'être vendues, il faut encore qu'elles soient accrochées et vues. Voilà, j'ai perdu le fil, pardon. Tu me posais la question sur la question de comment on fait. Comme disait François Cheval, qui est un curateur français de photographie bien connu, tous les photographes sont des bourgeois. Je pense que c'est une évidence aujourd'hui, tous les artistes sont des bourgeois. C'est-à-dire qu'un fils d'ouvrier, un ouvrier, enfin quelqu'un qui n'a pas le soutien d'une famille, aujourd'hui ne peut pas être artiste. C'est bien le problème. Et quand je disais que 50% des photographes sont au RSA, c'est une réalité et c'est pas un petit chiffre. Je veux dire, dans mon cas personnel, je suis aussi au RSA. Et la photographie qui représente énormément de métiers très différents, on pourrait nous dire oui, mais vous pouvez faire d'autres boulots de commande à côté pour pouvoir produire son propre travail artistique. Sauf que c'est-à-dire quoi, travailler pour les entreprises, pour la presse, par exemple, pour la presse, comme je l'ai fait pendant des années. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu
une crise de la presse qui fait que depuis plus de 10 ans, presque 15, nous n'avons plus réellement de commandes. Et quand il s'agit d'avoir quelques commandes, elles sont tellement mal payées pour le temps qu'on y passe, d'autant plus depuis le passage au digital, où repose sur le photographe aujourd'hui tout le travail, c'est-à-dire que toute la post-production, puisqu'on doit développer un RAW, et ce que faisait le labo avant, quand on a envoyé nos négatifs, et donc on passait la deuxième phase du travail à d'autres personnes, nous incombe aujourd'hui. Donc ça veut dire que pour faire un portrait d'air de couvre pour Libé, eh ben, on va y passer une journée, quoi, et on va être payé 200 balles, ou 100 balles, enfin, et voilà, et il y a de moins en moins de demandes, puisqu'il y a de moins en moins de budget alloué à ces commandes aux photographes, puisque voilà, avec Flickr, etc., on achète des banques d'images où on les achète à 1 €, etc. Donc oui, la survie est très compliquée, et c'est pour ça que ce résumé du fait qu'effectivement, les photographes aujourd'hui sont tous des bourgeois, quoi. Donc il y a un vrai problème. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la question à la fois du statut, des revenus, et de qui on est quand on fait ce travail, a une incidence sur cette diversité aussi des productions qu'on propose, le regard qu'on propose en tant qu'artiste. Donc tout ça est lié. Bien sûr. Cécile, sur la question du statut, oui, vous en tant que... Nous, c'est différent au spectacle vivant, puisqu'on a ce statut d'intermittence dont vous avez dû entendre parler depuis les années où on a été en lutte pour... Ce serait intéressant de revenir justement sur qu'est-ce que ça veut dire d'être intermittent. Tu veux que je le fasse? Oui, je pense que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le fonctionnement? Oui, voilà. D'accord, oui. Alors, donc, nous, on est inscrits, en tant que, par exemple, on va dire juste danseurs, danseuses, c'est-à-dire même pas porteurs de projet. On a des productions pareil, qui sont de plus en plus difficiles, enfin j'en passe et des meilleurs, mais tout le monde le sait, c'est de plus en plus difficile pour plein de raisons. Ce que tu disais, c'est-à-dire que maintenant tout nous incombe, enfin il faut écrire des dossiers comme s'ils étaient déjà un master, enfin bon, plus la mise en page, enfin bon. Donc tout est de plus en plus difficile, mais bon. Mais nous, le danseur, la danseuse sont inscrits dans le salariat, donc il y a cette tradition du salariat qui remonte, donc j'en parlais tout à l'heure, et qui est plus difficile pour le milieu de la danse que pour les milieux du théâtre. Parce que aussi la tradition des carrières était plus courte, donc on a moins de passation de lutte, mais tout ça a beaucoup changé quand il y a eu, quand les gouvernements ont voulu, et le MEDEF attaquer ce statut spécifique, qui pourrait être évidemment, d'ailleurs ce qui leur faisait peur, c'était probablement pas qu'on soit quelques milliers à avoir ce statut, qui est tout, en fait, voilà, au lieu de, voilà, vous travaillez tant de temps, et puis pour un chômeur lambda, quand ça se sera terminé, vous allez avoir du chômage pour tant de temps. Nous, évidemment, c'est un jour permet tant de jours de chômage, enfin voilà, puisque nos travaux sont toujours ponctuels, enfin pas rarement continuels. Donc voilà, c'était juste un statut appliqué à une réalité. Bon, ce qui faisait peur, c'est que ça pouvait tellement bien servir comme modèle au changement de travail, parce que maintenant beaucoup de gens travaillent comme nous, c'est-à-dire de manière précaire, une semaine là, 3 jours là, 2 mois là. Donc ce qui faisait peur, nous c'est ce qu'on pense, c'était que ça devienne un modèle pour que ce soit appliqué. Mais comme on a beaucoup lutté, on a beaucoup travaillé avec des économistes, donc on a beaucoup édité aussi pour expliquer, et c'est vrai que moi j'ai vu un changement en général dans le public, comprenant tout simplement quand ils voyaient un spectacle, en général il y a 85% des gens qui sont sur le plateau et qui sont autour du plateau qui sont dans ce statut d'intermittence. Donc c'est vrai que c'est très différent. Et aussi c'est un travail de groupe, enfin en groupe, en compagnie, en groupe. Donc c'est une autre façon, enfin pour moi je le sens très fort. On est moins solitaire, on est moins on est moins isolé. Donc ces luttes, elles s'inscrivent dans les luttes du salariat. Donc on les connaît, même s'il y a d'autres difficultés. Mais enfin voilà, on est proche de ça. Donc on se raccroche en fait au salariat qui est tellement justement mis à mal maintenant. Sana, quand on a discuté tout à l'heure et qu'on a préparé un petit peu aussi ce qu'on allait se dire sur la question de comment on fait pour vivre de son art quand on est artiste, vous me disiez que certains artistes au Moyen-Orient s'étaient enrichis tout récemment sur le marché de l'art. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, donc très vite je peux dire comme ça des généralités. Donc avant la Révolution et les années entre 1000 guillemets d'ouverture économique, avec l'arrivée de Bachar el-Assad, le fils, donc au pouvoir, on était tous donc employés chez l'État.
y compris donc les artistes. Fonctionnaires, exactement. Donc un statut d'artiste n'existe pas vraiment. Ça n'a jamais, en tout cas, ça n'a jamais fait vivre les artistes à tous les niveaux, même ceux qui travaillent au théâtre, de la musique, donc dans tous les domaines. Ce n'est que dans les années de ces ouvertures et quand l'État s'est retiré et qu'il y avait un autre jeu, c'est de jouer la modernité et de donner une image donc pour Bachar et sa femme, comme quoi ils sont modernes, ils s'intéressent à l'art, à la musique, et qui font donc ouvrir la porte, faciliter aux investisseurs de l'art pour mettre beaucoup d'argent. Et ça, c'est en majorité, ou dans beaucoup de cas, c'est l'argent du Golfe, ou des expats syriens dont on ne connaît pas du tout leur histoire, leur background, qui arrivent un jour et ouvrent une galerie, et le jour au lendemain, donc l'artiste qui vendait son tableau à $1000 au maximum est donc devenu à $100 000, $200 000 tout d'un coup. Ça a créé un très très grand malaise au sein de la société qui ne comprenait plus rien. Et évidemment, les galeries super de luxe auxquelles on n'ose pas aller. Donc là, ça, c'est une couche de la société. Et non seulement ça, ces galeries-là ont commencé à payer des salaires mensuels aux artistes. Donc les artistes sont liés directement à ces galeries, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils sont payés tous les mois pour produire. Mais attention, il faut produire. Donc on n'a pas le choix. Il faut produire et vendre uniquement via ces galeries. Et vendre où? Vendre au Golfe. À des gens riches, à des riches à qui on présente les tableaux en disant moi je vous dis, ce tableau-là, il est magnifique. Et il faut l'acheter. Et bien, s'il faut l'acheter, on l'achète. Donc, en très peu de temps, il y a eu un très, très grand malaise qu'on n'a pas pu avoir assez de temps pour observer, écrire et critiquer. Alors, surtout pas. Il fallait surtout pas, comme dans beaucoup de domaines, ouvrir en Syrie, comme au modèle chinois. Ok, ouvrir, ça ne veut pas dire ouverture d'esprit, ça ne veut pas dire expression libre, ça ne veut pas dire critiquer, ça ne veut pas dire participer. Alors là, pas du tout. Et je me rappelle une fois, on était donc dans un foire à Beyrouth de l'art au Proche-Orient. Il y a une chercheuse, je pense française, qui a dit bon, ok, moi je vois beaucoup de ces jeunes talents qui vendent énormément. Je pose la question, est-ce qu'on connaît, par exemple, au sein de la société syrienne, est-ce qu'on connaît ces jeunes? Est-ce qu'ils ont un rôle? On connaît leur histoire artistique. Est-ce qu'au musée, on a leurs travaux? Est-ce qu'il y a des articles qui ont paru dans la presse locale? Est-ce qu'on a débattu ça? Est-ce que ça représente quoi que ce soit pour leur société? Et c'est ça qui fait qu'un artiste a un rôle qui peut expliquer, qui soit important, et ensuite qui peut être célèbre, vendre, etc. Alors, voilà, donc c'est devenu vraiment un objet. Maintenant, pour une autre couche, par exemple, comme moi, graphiste, alors il y a les graphistes et ceux qui travaillent dans l'art déco. C'est eux qui commençaient, dans la même période, à peut-être gagner leur vie. Parce que, voilà, c'est lié au business, donc beaucoup de sociétés privées. Et là, encore, c'est donc la communication, c'est les publications, c'est très commercial. Mais aussi l'investissement dans le bâtiment. Donc on a commencé à construire les bâtiments très moches, à détruire les maisons d'héritage qui sont magnifiques, qui ne sont pas toutes protégées par la loi, parce qu'on a aussi une loi qui protège les anciens architectures. Et donc voilà, on bâtit les nouvelles appartements, et il faut faire de l'art déco à l'intérieur. Donc ce deux types, si on va dire art, mais c'est pas vraiment artistique, c'est vraiment beaucoup de commercial.
Vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est vrai que même dans certaines publications de presse française, on a eu parfois des reportages assez hagiographiques sur Asma El-Assad, sur la femme de Bachar el-Assad, ouverte au monde, très sensible à l'art contemporain, etc. C'est des choses qu'on a lues, nous, ici en France. Jusqu'à quel point, justement, du coup, la question de l'art en Syrie, de ces artistes syriennes, est liée à la politique, au régime. C'est très lié. Alors, c'est lié, avant la révolution, le système, parce que pour gouverner, il faut évidemment gouverner à plusieurs niveaux. Il faut vraiment donc avoir des outils systématiques pour que le pouvoir ait en place donc lui et que lui. Donc dans les écoles, moi je me rappelle à 13-14 ans, les cours de dessin, de musique ce sont devenus des cours libres. Et en arabe on dit donc cours vide, faragh. Donc il n'y a rien qui se passe au sein de ces cours. Donc petit à petit, on a vidé vraiment l'intérêt à l'art et à l'image. Donc on a presque vidé l'imagination de ces générations pour qu'ils puissent produire, s'intégrer, intégrer de nouvelles expressions. Voilà. Alors ça c'est donc consciemment. Le système éducatif, il le fait consciemment, pour vraiment opprimer les gens et arrêter cette imagination depuis tout petit. Après, petit à petit, on devient sans intérêt à tout ce type d'expression parce que ça ne représente plus rien. Et après Bachar, c'est aussi politique. C'est aussi pour vendre cette image-là. Donc, il fallait, pour rentrer dans ces milieux-là, il faut avoir évidemment des relations de pouvoir. Donc être rallié à des galeries qui sont, eux, des galeries ralliées des cercles de pouvoir qui sont tous autour de ce pouvoir politique. Dans tous les cas, la politique est très présente. Merci Sana. On va aller plus en détail dans vos projets, mesdames, et dans vos œuvres artistiques. Et puis comment chacune d'entre vous, finalement, tentez de faire mentir toutes les réalités qu'on a posées ces dernières minutes. D'abord, Cécile Proust, vous êtes à l'origine donc de Fémeuse, un projet anthropologique et artistique qui interroge la construction des corps, la fabrique des genres, les rôles sexués. Parlez-nous d'abord de la naissance de ce projet, des formes qu'il prend aujourd'hui, et puis comment il permet aussi de redonner sa place au genre dans l'expression artistique. Alors en fait, Fameuse est née à un moment très précis. J'ai été invitée donc à Paris 8 au département danse et j'ai rencontré, il y avait aussi un autre professeur qui est Paul Preciado, dont on a parlé ce matin, je crois, qui était à l'époque Béatrice Preciado et qui est une philosophe, qui est un philosophe et qui interroge beaucoup la question du genre. Et tout d'un coup, toutes mes préoccupations, donc c'était à peu près 2000... Je suis très mauvaise avec les dates parce que je passe mon temps à essayer d'oublier le temps qui passe. Donc je ne sais plus. 2004, ça ferait combien de temps ça, 2004 16 ans. Ouais, ça doit être ça alors. Et du coup, voilà, tout d'un coup, toutes les questions qui étaient les miennes. Parce que moi, par ailleurs, j'ai fait beaucoup de danse dites féminines, enfin en tout cas de femmes. Bon, j'ai eu une carrière de danseuse contemporaine, mais j'ai commencé très jeune en faisant du flamenco, puis de la danse moyenne-orientale, et puis du jiutamai, qui est la danse des geishas, puis du katak. Enfin bon, j'ai toujours eu à côté un intérêt très fort pour ces danses qui, comme dirait Paul Preciado, ne font pas profil bas du genre, où il y a, on assume une différenciation genrée. Donc j'ai toujours eu cette attirance aussi pour cette différence de genre dans certains types de danse. Ça venait aussi du fait que moi, dans la danse contemporaine en France, dans ces années-là, justement, vu l'arrivée massive et très qu'on adorait des hommes, on commençait à avoir une danse assez physique, on se au sol, voilà. Et moi, je souffrais pas mal dans mon corps et j'aimais pas trop avoir des bleus. Après, je dis pas que c'est parce que je suis une femme que je n'aime pas ça, mais en tout cas, moi, la femme que j'étais et que je suis, n'aime pas trop se jeter au sol et avoir des bleus. Mais d'autres n'ont pas de bleus. Enfin, c'est des questions. Il y a des hommes qui n'aiment pas non plus, mais on peut dire que c'est une danse plus masculine. Hein. On peut parler d'énergie, de masse musculaire, d'impact. Bon, et de toute façon, toutes ces questions-là, j'en parlais rapidement ce matin. Enfin, toutes ces questions, construction, essence, c'est des questions
qui m'intéresse beaucoup, et avec le corps, on est confronté à ces questions-là. C'est des questions extrêmement complexes, extrêmement fines, qui sont tricotées les unes dans les autres, dont on pourrait parler de très nombreuses heures. L'écoféminisme aussi nous ramène aujourd'hui à une autre façon d'aborder. Je retombe sur mes pattes. Donc, je rencontre Preciado, je me dis que toutes ces questions qui étaient les miennes d'une autre manière, bon, prenait un nouveau sens avec elle. Donc c'est un féminisme, c'est la question de genre, de question LGBT extrêmement radicale. Et voilà, donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire un projet, et je l'ai fait en quelques minutes. Je me dis, je vais faire un projet autour de ça. Je vais y inviter des gens. Il y avait la question aussi de partager le savoir, d'aller du côté aussi de la recherche théorique. Donc Fameuse a pris la forme où j'ai invité énormément de gens, des artistes venant d'autres champs, notamment beaucoup des arts plastiques. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup d'autres questions aussi qu'on ne posait pas de la même manière qu'en danse, parce qu'il y avait quand même un machisme mais hallucinant en art plastique toujours, mais c'était quand même incroyable, avec des harcèlements sexuels, enfin c'était très très fort. Je ne me rendais pas compte que c'était aussi fort, parce qu'en danse c'est vraiment beaucoup plus subtil. Voilà, donc c'est un lieu où j'ai un lieu de recherche, de questionnement, d'écriture, de création, voilà, et qui continue aujourd'hui. Donc on fait des spectacles, on écrit, on fait des vidéos, j'invite des gens, on montre des choses. C'est pour ça que j'ai été commissaire d'exposition, voilà. Et vous poursuivez toujours cette question de l'exploration du genre, avec notamment un autre projet qui s'appelle Fénanoc, et que vous allez pouvoir nous expliquer tout à l'heure, où on plonge notamment dans la langue française masculinisée. On va regarder un extrait de 5 petites minutes d'une performance que vous avez eue avec le metteur en scène Pierre Fourny au Festival d'Avignon de 2018, et on en reparle juste après. Et ce processus de masculinisation de la langue française, qui a suscité d'ailleurs de vives résistances, a commencé au XVIIe siècle, mais n'a réussi à s'imposer qu'à la fin du XIXe siècle, avec l'école publique obligatoire, la même qui interdit en son sein les langues régionales. À partir du XVIIe siècle, l'offensive contre les femmes s'étend à la langue. Et alors que celle-ci est parfaitement équipée pour être égalitaire, des grammairiens et des académiciens la rendent sexiste. Madame de Sévigné s'informant de ma santé, je lui dis « Madame, je suis enrhumée ». « Je la suis aussi, monsieur ». « Il me semble, madame, que selon les nouvelles règles de la langue française, vous devriez dire « je le suis ». Vous direz comme il vous plaira, monsieur. Pour moi, je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement. Au XIXe siècle, Louis-Nicolas Becherel, oui, celui de vos manuels de conjugaison, en rajoute une couche en confirmant que les métiers ne convenant qu'à des hommes ne doivent être désignés uniquement par des noms masculins. Adieu professeuse, adieu gouverneuse, adieu graveuse, adieu écrivaine, adieu médecine, adieu mairesse, notaresse, libraresse, adieu peintresse, adieu philosophesse. Masculiniser n'est pas neutraliser. Depuis que le neutre du latin s'est perdu, il ne reste en français que 2 genres pour parler des êtres animés. La structure de la langue est de parler au féminin pour les personnes s'identifiant femmes, au masculin pour les personnes s'identifiant hommes. Pour les personnes s'identifiant au-delà de ces 2 genres, il se sert de l'écriture inclusive pour ouvrir le répertoire des identités. Le genre des choses inanimées est absolument, totalement arbitraire. Le nombril. La peau. Le bras. La cuisse. Le pied. La verge. Le clitoris. La clitoris. Le clitoris. La clitoris. Le clitoris. La clitoris. Le. La. Le. La. Le. La. Le. La. Le. La. Le. La. La. Le. La. La. la
suite de ronds, de traits, des lettres ou des chiffres. On pourrait lire 101 millions, 111 000, 110. Vous en enlevez la moitié. Vous dédoublez la moitié inférieure. Elles sont parfaitement identiques. Vous les frottez l'une contre l'autre. Vous prenez cette partie d'homme, vous la renversez et vous la placez dessous. Des personnes non binaires, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent ni dans un genre, ni dans l'autre, ou dans les deux à la fois, ou encore ailleurs. Mais aussi les alliés hétérosexuels qui ne veulent pas rigidifier la dualité homme-femme, inventent des drag kings lexicales, des LGBTQIAA+, syntaxiques, des intersectionnalités performatives et langagières, font de la haute voltige philologique, de la magie perlocutoire, de la sorcellerie linguistique, transcendent les orthographes, troublent les genres grammaticaux, performent les graphies, dégoupillent le néologisme, caressent les points médians, accordent les proximités, ouvrant ainsi le répertoire des identités grammairiennes et créent des langues épicènes et jouissives, et font avec des il et des elle des iel, des toust, mais aussi des celle, ou des seule, ou encore des seuses, mais aussi des auteurisses, des créateurisses et même des professeureuses. Le plexus, La gorge, le sein, la clavicule, le ventre, la peau, le nombril, la main, la jambe, la cuisse, le doigt, la verge, le clitoris, la clitoris, le clitoris, le clitoris. la. Alors, une performance qui permet de déconstruire la rigidité des genres, mais aussi de sortir d'une lecture binaire, en fait, de femme contre homme, masculin contre féminin. C'est aussi tout ça. à fait, absolument. Oui, oui. Alors, ça a 2 ans, c'est vraiment intéressant parce que ça a beaucoup évolué depuis quand même. Hein. Quand j'ai Enfin, bon, ça c'est intéressant parce que c'est le sujet à vif. Alors le sujet à vif, c'est un dispositif au sein du Festival d'Avignon fait par la SACD, et justement c'est un des seuls endroits paritaires. En fait, les personnes qui sont responsables en théâtre et en danse font très attention, voilà, c'est lié à la SACD, à ces questions, voilà. Bon. Et en fait, donc quand je l'ai créé, c'était quand j'étais dans la création, c'était 2017, et c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, les moments où comment s'appelle-t-il, ce philosophe jeune, relativement jeune. Un philosophe jeune. Relativement jeune, le fils Enthoven, merci. Raphaël Enthoven. Voilà, Raphaël Enthoven avait écrit, enfin bon, il y avait vraiment encore beaucoup plus que maintenant, enfin il y avait vraiment une résistance à ce début de langue inclusive assez forte. Et c'est d'ailleurs cette résistance, en fait, moi je parlais déjà un peu comme ça, en mettant les choses au féminin. Bon. Et puis il y avait une résistance quand même assez forte et argumentée de manière assez désespérante, parce que quand même un des plus grands arguments, c'est que c'est pas beau. Autrice, ça fait mal aux oreilles. Spectatrice n'a jamais fait mal aux oreilles de personne. Voilà. Donc du coup, et puis c'était aussi vraiment le moment où justement tous les mouvements LGBT commençaient aussi donc à inventer des mots que moi j'entends déjà beaucoup plus, comme toust, voilà, qui mélangent et qui vont au-delà des deux genres, au-delà de la binarité. Alors évidemment, c'est un peu compliqué dans la langue. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, il faut être très et inventrice dans la langue française, puisqu'elle est vraiment construite effectivement sur une binarité, comme les langues latines. Et en plus, donc, dans la langue française, beaucoup plus que dans l'italien par exemple, le neutre
enfin, le masculin est censé représenter le neutre, ce qui, en fait, d'un point de vue linguistique, est faux. Voilà. Le fameux le masculin l'emporte. Voilà, l'emporte sur le masculin. Ou même, mais non, mais c'est comme l'homme avec un grand H. C'est quoi ce délire de l'homme avec un grand H? Bon, à ce moment-là, il faut dire l'humain ou l'humanité. Hein. Bon, voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a même beaucoup plus que dans d'autres langues latines, voilà, l'appréhension en fait par le masculin. Bon, voilà, on représente tout le monde, c'est l'universel, c'est bon, et l'affaire est classée. Qu'est-ce que ça vous inspire, mesdames, vous, Scarlett, Sana, cette performance, cette manière de réinterroger le genre, de sortir aussi de cette binarité? Comment, par exemple, en photographie, on peut tenter d'avoir ce type d'approche, par exemple, qui interroge les genres? Je pense que dans tous les arts, on peut tenter d'avoir des approches par rapport au genre, bien sûr. Moi, je trouve que dans cette performance, ce qui est formidable, c'est que c'est drôle. Donc, faire passer le message par l'humour est toujours génial, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ça touche, parce qu'on en rit. Donc, ça interroge, et ça, c'est bravo, c'est très bien, vraiment, bravo. Non, juste tout le système de Pierre Fourny, hein, c'est lui qui est poète, il se dit poète manutentionnaire. Donc, là, en fait, il a créé ce qu'il appelle la police coupable, qui se coupe. Alors, selon une police, quand on coupe en deux horizontalement certains mots, donc comme vous le voyez très bien sur clitoris théorie, un autre mot apparaît. Mais on est aussi dans une poésie de l'absurde, hein, voilà. Et donc du coup, nous effectivement, enfin moi, il y a eu des choix très, puisque je suis allée voir Pierre avec l'idée déjà que je voulais travailler sur ça. Mais voilà, tout ce qui est invention, il faut rendre un peu aux hommes de temps en temps ce qu'ils font. Donc toute l'invention poétique et graphique est de Pierre Fourny. Oui, c'est vrai que c'est très drôle, c'est très joli, c'est très drôle d'évoquer ce type de questions dans des créations pareilles. Et donc par rapport à nous, on fait partie donc de ce monde aussi de langue. Et en arabe, il y a évidemment donc le féminin et le masculin. Mais c'est vrai que pendant très très longtemps, on utilisait donc le masculin pour décrire les deux. Et depuis peu, enfin depuis plusieurs années, mais surtout dans les milieux donc culturels et artistiques, on va oser, on va insister sur le fait de s'adresser aux deux. Mais on ne peut pas, donc il faut toujours s'adresser, donc on s'adresse deux fois, à elle et à il. Et même même sur Facebook de nos jours, quand on écrit un texte et qu'on s'adresse à tous, ben on se trouve à effacer, à réécrire parce qu'il faut s'adresser à elle et à il. Donc ça, voilà, on peut dire qu'on fait partie, donc ça, on est sensible à ça, évidemment. On n'est pas déconnecté. Donc au sein de cette tragédie, on a encore un vécu qui est partagé. Contre-pied de ceci, avec une prise de position artistique et féministe, où vous avez décidé de regarder les hommes, de photographier les hommes, ce que vous appelez un retournement de l'histoire de l'art. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis on aura l'occasion aussi de voir quelques-unes de ces photos. Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas pensé au départ que c'était féministe, par exemple. C'est un travail qui dure depuis 8 ans. Donc, pour expliquer un petit peu la genèse de ce travail, il se trouve que je travaillais sur les pays arabes depuis plusieurs années et qu'au moment des printemps arabes, tout d'un coup, j'ai vu toute cette jeunesse descendre dans la rue, hommes et femmes, cette jeune génération surtout, et qui était dans la rue pour demander plus de liberté individuelle. Un changement des relations hommes-femmes dans la société, une évolution de la société, voilà, dans ce sens, etc. Donc ça m'a évidemment beaucoup intéressée et j'ai réalisé qu'en fait, la plupart des artistes, et notamment les femmes photographes, travaillaient toujours sur la condition des femmes dans ces pays arabes. Et je me suis dit, mais finalement, moi en tant qu'étrangère, je suis toujours entourée d'hommes, puisque l'espace public est pris en grande partie par les hommes. Donc moi, en tant qu'étrangère, j'ai cette liberté d'être dans l'espace public, et au fond je me retrouve toujours entourée d'hommes puisque les femmes sont dans la sphère intime, voilà, quand je suis en tout cas à l'extérieur. Et donc je connaissais ces hommes de tous ces pays arabes que je fréquentais, avec lesquels voilà, je passais du temps depuis plusieurs années, et je me suis dit mais finalement personne n'a jamais travaillé sur eux réellement, sur leurs conditions à eux, puisqu'ils souffrent aussi
d'énormément de dictats, même si ce ne sont pas toujours les mêmes que ceux des femmes, ils sont aussi sous pression. Et j'avais envie, à ce moment-là, j'ai eu envie de changer, puisque ça se passait en pays arabe, j'étais d'abord au Maroc, et j'ai eu envie de changer l'image que l'homme arabe, l'image que l'on avait en Occident des hommes arabes, qui, dans cette période, s'ils n'étaient pas terroristes, étaient pour le moins machos. Moi, ce n'était pas la sensation que j'avais en vivant auprès de ces hommes arabes. Donc ça, j'avais envie de le montrer, et de montrer cette jeunesse, et la façon dont elle évoluait, et à quoi ressemblait finalement cette jeunesse masculine arabe. Donc je me suis lancée dans cette aventure en comprenant bien que c'était un challenge qui n'était pas simple, parce qu'en tant que femme, s'isoler pour se retrouver face à face avec un homme dont on a besoin de faire le portrait dans une certaine intimité, parce qu'évidemment on ne va pas faire un portrait dans la rue, parce qu'à ce moment-là, l'homme ne va pas être lui-même, puisqu'il va être sous la pression de cette rue et de la population, et voilà, etc. Donc il fallait que je m'isole avec ces hommes, me retrouver face à face avec eux, dans cette sorte d'intimité, de façon à ce qu'ils s'abandonnent, ils se lâchent, et j'avais envie de les montrer tels qu'ils étaient vraiment, finalement. C'était un petit peu ça le but. Et donc, bien sûr, j'ai compris que c'était, comme vous venez de le dire, un retournement de l'histoire de l'art, dans la mesure où on a toujours vu les femmes peintes et photographiées par les hommes. Mais c'est vrai que c'est comme ça met en jeu une prise de pouvoir de la femme sur l'homme, dans la mesure où, jusqu'à présent et dans l'histoire, celui qui dirigeait l'homme et celui qui pose est la femme, il fallait que je renverse ce précepte, en fait. Et donc, c'est jamais simple. Hein. Mais en même temps, quand je parle de prise de pouvoir, c'est évidemment à travers la caméra. Hein. Donc voilà, j'ai commencé donc, ce travail dans les pays arabes. Après le Maroc, je suis allée en Algérie, en Tunisie. Je suis retournée en Égypte, je suis allée en Palestine, en Jordanie, au Liban. Enfin, je suis allée dans 7 pays du bassin méditerranéen. Et là, il s'agissait, alors c'était pas un road trip, c'était chaque fois je partais entre 1 mois et 1 mois et demi dans la capitale de ces grands pays, là où cette jeunesse était dans la rue, et effectivement, c'était pas un travail sur des hommes plus traditionnels des campagnes qui seraient encore en djellaba, etc., travail que j'avais déjà réalisé 10 ans avant en Égypte. J'allais vers cette jeunesse qui était en jean et en t-shirt, et qui, voilà, j'avais envie de montrer cette autre, de casser les stéréotypes qu'on avait en Occident sur l'homme arabe. Donc voilà, j'ai travaillé comme ça pendant 4 ans. J'ai fait ces portraits intimes de ces hommes, c'est aussi, je voulais montrer, en fait, je voulais déstigmatiser le concept de sensibilité qui est toujours, comment dire, affilié à la femme, au féminin. Et parce que aussi, c'est une époque où on a commencé à avoir de plus en plus, et à parler de plus en plus de cette fluidité du genre, c'est-à-dire de cette quête identitaire de ces jeunes hommes qui, aujourd'hui, poussent les limites et recherchent une masculinité qui leur appartienne en propre, et donc casse aussi les stéréotypes de cette fameuse masculinité. Est-ce qu'on peut peut-être mettre à l'écran les fameuses photos pour qu'on puisse voir... Oui, alors on peut faire en 2 parties, parce que, alors donc cette première partie sur laquelle j'ai travaillé 4 ans s'appelle Mektoub. Donc l'expression Mektoub en arabe voulant dire c'est écrit, c'est le destin. Moi j'ai transformé ça en Mektoub avec un C, histoire de mec. Donc j'ai eu la chance à la fin de ce travail d'être récompensée une des femmes du prix Leica, des 9 femmes en, je sais pas, en 40 ans. Bravo. Voilà, c'était une grande surprise et un grand bonheur, évidemment, parce que tout d'un coup, ça m'a permis, avec la dotation financière, de continuer le travail aux États-Unis, où Trump venait d'être élu, et où j'ai trouvé vraiment intéressant de continuer ce second chapitre aux États-Unis, pour pouvoir ensuite rassembler 2 mondes qui s'opposent, politiquement, historiquement, etc., qui se renvoient chacun leurs extrémismes religieux, ou etc., et d'aller voir aux États-Unis comment ça se passait. Et donc j'ai travaillé de nouveau... Alors, ça c'est Mektoub. Oui, ça c'est la première partie Mektoub, donc dans les pays arabes. Donc bien sûr c'est rythmé aussi par des décors, des lieux, qui sont là pour donner aussi une sorte d'état des lieux du monde.
hein, de ces pays-là. Et dans la partie américaine, ce sera plus l'illustration du road trip, puisqu'aux États-Unis, c'est à travers un road trip que pour pouvoir aborder des hommes autant dans les petites villes que dans les grandes capitales. Très rapidement, pour Maktub, comment le choix, le casting, comme on dit, se fait ? Alors voilà, ça fait partie du principe du départ, c'est vers quels hommes je vais aller, comment je vais les trouver, etc. Bon, il est évident que la jeunesse, on la trouve dans les bistrots. Donc je suis allée. Quand il en reste. Oui, quand même. Bon, enfin, dans toutes ces villes-là, il y en a. Au Caire, il y en a pas mal qui ont fermé. Oui, aujourd'hui. Mais moi, j'y étais en 2013 au Caire. Ouais. Hein, je suis retournée en 2015 d'ailleurs aussi, où ça a été beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais effectivement, voilà, je me renseigne à chaque fois que j'arrive dans un endroit sur les lieux où cette jeunesse sort. Et donc c'est là que je vais. Et en fait, en gros, je fais mon casting, pour le dire rapidement, c'est-à-dire que je passe mon temps à regarder les hommes qui m'entourent et je vais vers ceux qui m'attirent, c'est-à-dire c'est une question de feeling, vers ceux qui, par leur attitude, démontraient aussi cette recherche d'identité particulière qu'ils avaient envie de mettre en avant. Donc c'est ceux-là qui m'intéressaient, parce que même si ce sont finalement une minorité, ils disent quelque chose. Donc, et après, évidemment, après, je fonctionnais aussi d'ami en ami, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est évidemment, c'est gueule, quoi, mais c'est surtout, comment dire, cette quasi-opposition avec les images qu'on a des hommes arabes dans les révolutions. Dans la presse. Et surtout, lors des révolutions arabes, où c'était des gens souvent... Très violent. En tout cas militants, qui portaient une parole politique dans la rue, voire même parfois armés pour les conflits. Là, on est vraiment à l'opposition même, alors même que ça se passe quasiment au même moment. Au même moment, mais c'est voilà, parce que la presse ne véhicule que des images de violence, de ces manifestations, de ces... voilà, et qu'on avait... Je trouve qu'il était important de les voir dans leur intimité, puisque ça change évidemment la donne et le regard qu'on peut porter sur eux. Alors là, on passe à plan américain. On passe à l'Amérique, oui. Et alors du coup, le casting ici, comment il se fait ? De la même façon. On ne change pas le modus operandi. du tout, sauf que là, c'est un travail que je fais à travers le road trip. Donc effectivement, chaque soir, quand j'arrive dans un motel, je fonce sur Internet pour voir s'il y a un concert quelque part, quel est le quartier dans lequel ces jeunes se rendent. Et je fonce là, j'ouvre toutes les portes jusqu'à ce que je trouve au moins un mec qui va accepter le lendemain matin. Parce que c'est pas, ce que je veux dire, je ne fais pas la photo dans l'immédiat, hein. Voilà, je prends rendez-vous avec ces hommes pour les photographier, parce qu'il va falloir trouver le lieu où je vais pouvoir m'isoler avec eux. De la même façon aux États-Unis, j'ai continué sur ce principe de l'isolement, parce que c'est un travail qui dure des heures. Hein. Donc moi, ces hommes-là, en fait, je suis venue, et ça a commencé beaucoup dans les pays arabes, où étant non musulmane, femme et non musulmane, en fait, je suis devenue leur confidente. C'est-à-dire qu'ils pouvaient me dire à moi ce qu'ils ne pouvaient pas dire à leurs plus proches amis, copains, familles, cousins, quand, par exemple, ils me disaient « je suis homo, je ne crois pas en Allah, je ne fais pas ramadan ». Voilà, c'est des choses, c'est un témoignage que moi, je pouvais recevoir parce que j'étais de passage et parce que j'étais étrangère et que n'étant pas musulmane, je n'étais pas contrainte. Voilà. Et est-ce que du coup, ce rôle de confidente, vous l'aviez aussi avec vos témoins américains ? Toujours, c'est-à-dire que comme c'est un travail qui se passe dans l'intimité et qu'on passe du temps, qu'on prend rendez-vous, déjà, quand au bar je vais vers eux et que je leur explique ma démarche, ce que je fais, qui je suis, en leur montrant quelques images, le dialogue se met en place. Et ensuite, on prend rendez-vous et on part, là, souvent aux États-Unis, en voiture, hein, parce qu'on fait rarement les distances à pied, mais on passe des heures à chercher un lieu où on va pouvoir s'isoler, et un lieu qui soit intéressant et qui raconte quelque chose du pays aujourd'hui. Donc, en fait, on passe des heures ensemble, et c'est l'occasion de toute cette confidence. Donc, tous ces hommes que j'ai photographiés sont réellement devenus des amis. On continue à communiquer grâce aux réseaux sociaux. Et pour eux, ce qui... pour moi, est vraiment chouette, c'est que c'est une expérience pour eux qui est unique, quoi. Comme pour moi d'ailleurs aussi, hein, évidemment. Mais voilà, c'est très réjouissant, ce genre d'aventure. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Cécile, vous qui avez aussi interrogé la notion de la masculinité, à travers Fénanoc, notamment ? Oui, justement, d'ailleurs, au moment du choix pour Fénanoc, je me demandais si j'allais faire
enfin, en amont, soit un travail sur la construction de la masculinité ou la construction sur la langue inclusive. Bon, j'ai choisi la langue inclusive. Elles sont très très belles, très émouvantes et sont très érotiques, je trouve, personnellement. Parce qu'en fait, tu parles de lieux intimes, mais c'est de lieux toujours à l'extérieur. Alors, mais c'est des lieux. Ah non, c'est pas chez eux, sauf quand on ne trouvait pas d'endroit du tout, au bout de 3 heures de marche. Les lieux sont incroyables. Finalement, j'allais chez eux en leur disant. Les lieux sont incroyables. Oui, parce que c'est des lieux incroyables. Parce que ça, c'est le plus dur travail dans ce travail, c'est de trouver les lieux. Bah oui. Parce que, alors, dans les pays arabes, tout ce qui est abandonné, c'est assez simple parce qu'on peut passer les barricades, etc., etc. Et on en trouve. Parce que justement, c'est un pays qui n'a pas reconstruit ces lieux. Mais alors, aux États-Unis, c'est vraiment extrêmement difficile, parce que dès qu'un lieu n'est plus en usage, il est fermé, et là, les flics arrivent tout de suite si vous essayez de transgresser les barrières, etc. Ici aussi, donc, oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est une des tâches les plus dures, finalement, et qui prend le plus de temps, c'est de faire du repérage et d'arriver à trouver des lieux qui aient un intérêt suffisant plastique, etc., et qui racontent l'histoire du pays aujourd'hui et de la société aujourd'hui. Et ce que je trouve finalement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc, le projet est de faire un livre avec les 2 séries, et donc de rassembler ces 2 continents. Et qu'en fait, on voit bien que quand on ne met pas de légende, on peut tout à fait se poser la question de ce gars s'il a été pris en photo à Marrakech ou à Los Angeles. Et ça, là, ça devient encore plus intéressant, il me semble. Voilà. J'avais une autre. Oui, bien sûr. Les costumes, c'est eux qui Alors, amènent. Je leur demande toujours, parce que moi je les repère un peu là-dessus, puisque c'est dans le show-off qu'on exprime aussi son identité. Plastique, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, je leur dis effectivement d'y faire attention, de venir avec le look avec lequel ils veulent se présenter, qui est leur propre look à eux, et qu'effectivement ils amènent plusieurs, s'ils peuvent, plusieurs tenues, de façon à jouer avec, suivant les lieux qu'on va trouver, qui vont être avec un fond rouge ou vert ou bleu, et jouer avec leurs habits aussi. Alors du coup, quel est leur regard à eux sur le travail que vous avez fait? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de l'image qui est renvoyée Pas être prétentieuse, mais ils adorent, parce que chaque fois que je leur envoie l'image que j'ai choisie, ils la mettent en image de leur Facebook, par exemple. Ils sont... Et puis quand je leur... Alors au début, j'avais pas d'image à montrer au tout début, quand j'ai commencé au Maroc, etc. Mais petit à petit, évidemment que je crée une PDF avec les images que j'ai édité, et donc en avançant dans ce travail au fil du temps, j'avais quand même un travail à leur montrer à ce premier rendez-vous, et donc je leur montrais le travail, donc ils voyaient tout de suite, et c'est parce qu'ils voyaient le travail que je faisais que je n'ai jamais eu aucun refus d'aucun homme pour participer à ce projet. Et d'ailleurs, en pays arabe notamment, ils étaient tellement contents que quelqu'un enfin s'intéresse à eux, qu'ils sautaient sur l'occasion de ce projet, quoi. Ils en étaient fiers. Bravo en tout cas. Merci. Bravo. Merci. Vous aurez sûrement des questions à poser à Cécile Proust et à Scarlett Cotton sur leurs travaux. Je me tourne désormais pour clôturer cette table ronde vers Sana Yazigi. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes présentée, vous êtes une graphiste syrienne, diplômée des Beaux-Arts à Damas, et donc en 2013... c'est ça, 2013. Oui. Vous avez lancé ce projet qui est absolument titanesque, mais vraiment titanesque, de collecte, de rassemblement, d'archivage et surtout de valorisation de toutes ces formes artistiques de la révolution syrienne. Alors dites-nous d'abord comment est né le projet dans votre petite tête, et puis pourquoi il fallait que cela prenne cette forme pour vous. Oui, peut-être on peut montrer le site, comme ça on... Mais je fais juste un petit commentaire, si Scarlett me le permet, à part que c'est très beau, c'est très fort. C'est aussi, peut-être qu'il faut un peu travailler sur cette image qui lie l'arabe aux seulement religions musulmanes. Moi, je suis arabe, mais je ne suis pas d'une culture musulmane. Et donc, chez nous, il y a tout le monde. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Évidemment, la majorité sont des musulmans. Mais cela ne veut pas dire que l'arabe est lié automatiquement à
à l'islam et à toutes ces, malheureusement, problématiques de l'islam dans la politique et dans les sociétés arabes. Et donc, ce côté conservateur existe chez les chrétiens ainsi que pour les... Donc, un jeune ou une jeune ne veut pas dire que je suis homo plus facilement chez les chrétiens que chez les musulmans, c'est pareil. Ainsi que le fait de dire je suis athée. C'est quasiment impossible. Donc vraiment, c'est les mêmes questions qui s'appliquent sur tout le monde. Et voilà. Et comme ça, on aussi libère la culture arabe, la langue arabe de cet aspect religieux. Moi, j'adore l'arabe, je parle arabe, et l'arabe existe avant, avant la religion musulmane. Donc il faut vraiment aussi changer cette image-là. Et voilà. Donc ce dernier mot, c'est ce moment de révolution, c'est vrai que c'est un moment de libération à tous les niveaux. Voilà. Absolument. Et c'est pour ça que je dis que c'est un projet, c'est une cause qui continue. C'est pas parce que les révolutions ont échoué à donc libérer les gens de leurs dictateurs que c'est fini. C'est pas du tout fini. C'est une longue histoire. Longue histoire, exactement. Donc voilà, je ne sais pas, le site, il est là. Peut-être aller sur le site de Creative Memory? Non, sur le site, donc, voilà. On fait comment pour aller au site? Bon, peut-être parlez-nous de la genèse du projet. On va voir si le problème technique se règle. Comment... Voilà. Voilà le site que donc j'ai lancé en mai 2013. Voilà, on met la c'est sur la page d'accueil. Hein. C'est la page d'accueil et c'est donc la version française. Donc ce travail. Parce que c'est en anglais, en arabe et en français. En français, exactement. Donc ce travail a été lancé en 2013 après plusieurs mois de collecte. Il a été donc on l'a lancé avec 100 œuvres. Quand vous dites on. C'est vous donc mon équipe et moi, évidemment, parce que cela était impossible. Des amis qui s'étaient aussi réfugiés au Liban? Il y en a qui étaient en Syrie et il y en a au Liban. Donc on était tous en fin 2012, début 2013 dans le même un petit peu réflexion, la même situation, en partie au Liban et donc en partie faisant des allers-retours, tous dans l'anonymat, parce que chaque acte est un acte politique évidemment. Et bon, donc on en revient ou on n'en revient pas, mais en tout cas peut-être c'est l'occasion de dire beaucoup d'artistes dans tous les niveaux, tous les domaines ont été arrêtés, emprisonnés, torturés, tués et ou forcés à fuir et à quitter le pays. C'est pour ça on va les voir tout à l'heure, surtout les femmes, parce qu'on focalise aujourd'hui sur les femmes, on les voit dans le monde entier. Et c'était quoi votre idée quand vous avez commencé ce projet? L'objectif, c'est de garder cette mémoire de cette création énorme qui a eu lieu durant la Révolution. Et donc pour pouvoir écrire notre histoire à travers la créativité, à travers l'art. Puisque l'art, tout d'un coup, a occupé une place énorme au sein de la société. Et est devenu représentatif, ce qui est énorme et ce qui est essentiel et très important et ce qui est devenu menaçant pour ceux qui l'ont fait, mais aussi qui a excité la colère le pouvoir politique. Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt confidentiel? C'était plutôt restreint à des élites. Donc l'art, c'était vraiment dans des cercles restreints, le même public crée, le même public critique, visite. Voilà, on était entre nous, dans des petits milieux. Tout d'un coup, dans la Révolution, tout le monde était là, et même donc, voilà, je fais aussi référence à travail de Scarlett, c'est que ces mêmes jeunes étaient aussi dans les rues pour réclamer donc la liberté à tous les niveaux, de tout le monde, y compris eux. Donc ils étaient vraiment pas seulement dans les théories et les rêves artistiques, non, c'était vraiment se réaliser à travers l'art, avoir l'opportunité d'exister à travers son expression. Alors comment vous faisiez pour collecter? Voilà, tout le monde publiait ses œuvres sur Internet.
Donc tous les jours et dans plusieurs heures au quotidien, on était à la recherche de l'info, des œuvres publiées sur Internet, sur des pages Facebook, sur des blogs, sur des sites web, et des fois donc des livres qui circulaient sur le marché. On va photographier et donc les mettre en ligne. Et petit à petit, notre bibliothèque est devenue très grande et on a structuré le site pour qu'il serve aux archives. Parce que, n'est-ce pas, on a donc commencé avec le collect et puis avec ensuite la documentation, donc créer le document autour d'une œuvre et le mettre dans deux autres langues pour pouvoir livrer le message à plus grand public. Pourquoi je parlais tout à l'heure de travail titanesque, c'est que au-delà d'identifier les œuvres artistiques, les démarches artistiques des artistes syriens, il fallait aussi pouvoir les sourcer, savoir qui étaient les artistes derrière, à quel moment les œuvres avaient été créées, dans quel contexte. Et ça a été un énorme travail. Énorme travail qui a évolué durant les années. C'est vrai qu'au départ, on ne savait pas comment il faut faire ce travail. On avait très peu de savoir-faire, mais tout au long des années, on a été formés et ce travail s'est construit petit à petit. Donc même le contexte qu'on rajoutait pour expliquer l'histoire derrière, parce que toutes ces œuvres portent des histoires derrière. Et il fallait aller les chercher, les construire. Et puisque tout est sur Internet, donc c'est un peu chaotique. Ça rend la tâche très difficile. On n'est pas sur le terrain, on n'a pas des correspondances avec qui on parle, on travaille, mais c'est dans le risque, mais le risque est total. Donc que pour nous ou pour ceux qui font. Et en même temps, la démarche, elle est à l'image aussi de cet art-là, de ce moment-là, qui se fait sans frontières grâce à Internet. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait en osmose avec la démarche artistique de ces artistes-là. Tout à fait. On cherchait la trace. On traçait ces gens-là. Ils étaient dans le terrain, on était là. Et quand l'espace public était à nouveau interdit à nous, aux Syriens, donc on l'a remplacé par l'espace virtuel. Et sur cet espace-là, donc Internet est devenu l'espace public pour les Syriens, sur lequel on va tout publier et on va faire livrer le message et on va ouvrir la voie, puisque c'est ouvert. Combien d'artistes répertoriés, combien d'œuvres artistiques répertoriées? Alors jusqu'à présent, on a comme œuvre, on a plus que 11 000 œuvres et donc plus de 30 000 documents. Si on compte évidemment les traductions. Et les œuvres, c'est quoi? C'est toutes ces catégories que vous voyez. Donc il faut, je crois que je vous dis... Je ne pense pas que vous puissiez à partir de la télécommande. Si, non, je pense que c'est... Voilà, ces catégories-là. Vous voyez, on a 22 catégories. Ah, c'est bon. Et les œuvres sont répertoriées là-dedans. Donc et vous avez des chiffres pour vous dire dans chaque catégorie le nombre d'œuvres documentées. Et donc à partir de ces archives-là, on a commencé à produire d'autres projets, sous-projets, pour suggérer ou proposer une autre lecture de nos archives. Donc on commence par la carte, s'il vous plaît. Voilà. Donc cette carte-là, elle lit tous les documents recensés sur le site avec leur localité géographique. Donc on a envie de visiter la Syrie et tous les endroits qui ont vécu la révolution, on clique sur on ouvre la carte, s'il vous plaît, et là on a des endroits et on a des points, des œuvres liées à ces endroits. On peut choisissez ce que vous voulez, voilà, et voilà. Et dans chaque endroit, donc, on a des œuvres et on a voilà. On clique sur l'œuvre et on a les informations liées et on a plusieurs possibilités de lecture. Voilà, aléatoire, précise, par catégorie, donc catégorie et carte en même temps. Donc voilà, on peut voyager à travers la Syrie, se rendre compte de ce qui s'est passé, parce que là encore, c'était vraiment fait consciemment pour des causes, encore une fois, politiques. Parce qu'au départ, dans la Révolution, le régime a longtemps dit, il ne se passe rien,
Et s'il se passe quelque chose, ce n'est que dans un endroit ou deux. Alors là, c'est un contre-discours de celui du régime. Oui, il n'y a pas meilleure méthode pour raconter l'ampleur d'un phénomène qu'une carte comme celle-là. C'est-à-dire que c'est indéniable, c'est indiscutable. Personne ne peut dire ça n'a pas existé ou ça n'existe pas. Et ce qui est vraiment très fort, c'est que ça c'est les Syriens. On n'a pas inventé. On a été à la trace de toutes ces œuvres-là, place par place, pour pouvoir les repérer, pour dire, encore une fois, voilà, les Syriens sont là, voilà leur message. Ensuite, on a donc fait un répertoire, donc l'annuaire, qui malheureusement n'existe pas en français parce qu'on n'avait pas les moyens. Il existe seulement en arabe et en anglais. Donc en termes d'auteurs, parce que Nassira, vous avez posé la question, donc en termes d'auteurs, on a plus de 1700 auteurs. Et donc quand on dit auteur, c'est individuel, c'est collectif, c'est des groupes, c'est toutes sortes d'initiatives. Dans cet annuaire, on a essayé de vraiment authentifier, aller vraiment à l'information, comment tracer cet auteur, et on a pu recenser donc 630 auteurs sous 1700. Évidemment, on continue à travailler dès qu'on aura plus de moyens. Oui. Alors, pardon pour cette question qui va casser peut-être l'enthousiasme et la joie de pouvoir voir tout ça, parce que c'est source d'espoir aussi de pouvoir voir autant d'œuvres qui soient archivées par votre initiative. Mais j'imagine que parmi ces artistes, certains sont morts ou certains ont été tués par le régime. Bien sûr. Est-ce que vous continuez aussi ce travail de suivi de ces artistes-là pour donner à voir à votre public qui vous suit sur le site, eh bien voilà, cet artiste-là, malheureusement, sa démarche artistique a été empêchée par le régime. Oui, bien sûr. On a documenté tous les artistes et quand il y a l'occasion, on va focaliser sur ces artistes disparus. Mais on n'a pas un angle spécial sur le site ou dans ce projet, juste pour parler d'eux. Mais on le fait, évidemment. Et tout à l'heure, je vais vous montrer peut-être des exemples. Voilà. Donc ensuite, on a, mélangé les archives, la carte, pour écrire un livre qu'on a appelé donc Des lieux et des hommes. Voilà. Ce livre donc, existe dans 3 langues. Il a été lancé d'abord en arabe et en anglais ensemble, puis en français. Ce livre donc, concerne 50 lieux dans la Révolution et qui couvre donc la période de 2011 à 2015. Encore une fois, l'idée du livre a commencé par des simples tags géographiques. Donc, on a tagué les œuvres pour pouvoir les lier à la carte, puis on s'est dit, on ne va pas seulement se contenter de ce tag, on va raconter le récit aussi, pas seulement les visuels, mais puisqu'il y a des histoires derrière, comme je vous ai dit, derrière ces œuvres, quelles sont ces histoires? Donc on va ramasser ces histoires-là, et c'était aussi un travail gigantesque qui a pris 3 ans pour pouvoir sortir avec des récits quand même solides. Et ça a été, encore une fois, très difficile. Voilà. Parlons des artistes femmes, désormais. Dans ce lot de démarches artistiques des artistes syriens que vous avez pu documenter à travers ce site, et que vous faites toujours d'ailleurs, quelle part de femmes? Et puis, on aura peut-être l'occasion aussi de voir certaines œuvres d'artistes femmes syriennes. Voilà. Donc, c'est juste pour terminer avec le site, il y a deux autres projets qu'on a créés, c'est les murs d'Idlib et la chronologie. Si vous avez l'occasion, donc, pour ne pas être très longue, d'aller visiter et voir de quoi il s'agit. Mais de toute façon, tous ces projets-là sont basés sur ces archives, et plus les archives augmentent, plus on a plus de matière dans ces sous-projets. Donc, c'est les archives qui nourrissent à terme quotidien tous ces sous-projets et tous les projets aussi en cours et futurs projets. Voilà, donc moi je vous ai préparé un petit PowerPoint pour focaliser sur des femmes, la part des femmes artistes dans la Révolution. Est-ce qu'on peut aller sur le donc PowerPoint? Pas encore? Comment on fait? Ça prend un petit peu de temps. Ça va prendre peut-être un peu de temps, oui.
Donc voilà, encore une fois... Quelle part représente-t-elle ces Je ne peux pas donner de pourcentage, ouais. Je peux juste dire que c'est énorme par rapport à avant. Alors j'ai des photos qui étaient dédiées à mon intervention hier donc à l'école de Beaux-Arts. Donc c'était les étudiants, c'était pour partager mon expérience en tant que graphiste, qu'étudiante dans la faculté de Beaux-Arts avec les élèves ici, et pour leur dire notamment à quel point tout est politique chez nous. Donc la politique... Tout est politique partout, non? Oui, mais chez nous, la politique était interdite, mais elle est là, dans notre vie, exactement. Exactement. On est envahi par la politique, mais on est interdit de parler politique et de s'engager. Donc vraiment, la contradiction, quand même, au moins ici, excusez-moi, hein, c'est incomparable. Il ne faut pas comparer. Donc voilà. Donc, pour parler, donner un exemple de Akram Ruslan. C'est très connu. Voilà. Qui a eu un prix Cartooning for Peace. Exactement, exactement. Et pour qui on a essayé donc de faire campagne pour le libérer, mais malheureusement, donc ça, là, c'est un de ses dessins. Lui, donc, qui faisait partie des artistes qui commentaient l'action politique, mais à terme quotidien. Donc lui, il se fait arrêter, on essaye de faire campagne internationale pour le libérer, ça n'a rien donné. Et il est porté disparu, donc sans info jusqu'à 2015, où on a donc dit qu'il était mort, sous la torture. Et là, donc, on lance une autre campagne pour dire, je suis Akram aussi. Et pour s'indigner, mais énormément, nous, les Syriens, pour dire comment ça se fait que le monde entier est agité et secoué par rapport à cet drame, évidemment, de Charlie Hebdo. Et pour les Syriens, personne ne bouge. Voilà. Ensuite, pour continuer aussi avec des artistes, mais heureusement pour lui, c'est un ami qui a aussi vécu la prison, mais qui a été donc libéré et qui vit maintenant en France, qui continue son parcours. Et qui continue son art oui, tout à fait. Qui a donné un témoignage extraordinaire l'été 2018 et qui a été publié dans le journal Libération et qui a secoué le monde politique. À ce moment-là, il y a le ministère de Défense française qui a tweeté avec ses dessins pour dire on ne peut pas rester indifférent en apprenant toutes ces histoires derrière ces dessins. C'était d'une puissance extraordinaire. Donc lui, Najah, il vit en France et il continue son parcours. Il est en résidence artistique pour une 2e année. Tant mieux pour lui. Où ça? Je ne sais pas, c'est en dehors de Paris, je ne sais pas exactement où. Donc voilà, là je vais focaliser sur des femmes. Et évidemment, c'est des échantillons, c'est des exemples, pour ne pas dire que voilà, j'ai fait une étude. Ce n'est pas du tout une étude, c'est plutôt des observations. C'est un focus, oui. Voilà. Donc, il y a des artistes donc, connus d'avant la Révolution, j'ai choisi 2, dans certaines générations, qui étaient donc établis d'avant la Révolution au sein de la société artistique et culturelle syrienne, qui, elles, se sont engagées avec la Révolution. Aïtab, elle est maintenant donc aux États-Unis, et Aïtab, elle a perdu son fils. C'est une histoire qui l'a beaucoup, beaucoup marquée. On a cru longtemps, c'est elle en tout cas qui l'a déclaré, qu'il a été décapité par Daesh, parce qu'il habitait à Deir ez-Zor, là où Daesh a pris siège. Mais là, récemment, donc hier ou avant-hier, avant de venir ici, je voulais être sûre de cette info et je l'ai entendu dire qu'elle n'était plus sûre. Donc c'est sûr qu'il a été kidnappé, mais elle n'était plus sûre de qui l'a tué. Voilà, donc c'est un vécu assez difficile. Aïtab aussi, donc, elle a la chance qu'elle soit bien accueillie aux États-Unis. Elle essaie d'exposer localement, de donner des cours de dessin. Et de la gravure. Voilà, exactement. Avant, tous ces dessins étaient très très joyeux, énormément de couleurs, mais depuis un certain temps, on peut imaginer que voilà, l'obscurité, ça va aussi être très présente dans ces dessins. On a aussi donc Soher Sebaghi de la même génération qui était connu avant la Révolution et qui s'engageait avec la Révolution, avec ses œuvres abondantes. Donc voilà, donc les observations comme ça générales, j'ai pu repérer 2. Dans la Révolution il y en a énormément. J'en ai donc pris une vingtaine. Donc vingtaine par rapport à 2.
c'est quand même énorme. Donc on a une caricaturiste qui s'est établie à Beyrouth. C'est aussi une artiste que je connaissais avant de finir mes études. Je rentrais à la fac à la même année où elle quittait la fac. Donc elle est établie maintenant en Suède et elle a commencé à être un peu connue au Liban. Et elle continue son parcours en Suède. On a une sculptrice qui n'était peu connue avant la Révolution, qui est devenue très connue durant la Révolution. Et elle, donc, je crois qu'il faut cliquer 2 fois sur ce petit voilà, vidéo pour... voilà. Voilà, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais très vite, juste, c'est bien quand même de les voir, très vite, juste sur l'image, peut-être les images, peut-être sans trop commenter, voilà. Toutes ces jeunes qui sont un peu partout dans le monde, qui sont devenues très célèbres. Noura Salia, à qui donc, on a lu le dernier texte tout à l'heure, qui est maintenant devenue donc, critique, émergente, et on est vraiment très contents, voilà. C'est Noura Salia. Il y a aussi Randam Dah, qui est à la fois sculptrice et donc illustratrice. Azza Abou Rabia, qui est aussi devenue très populaire, qui a connu aussi la prison. Ouais. Et à un moment donné, qu'elle ne voulait pas donc, quitter la prison. Bon. Ah bon? Oui. Dima Nachawi, qui est abondante. Et pourquoi? Parce que c'était une expérience pour elle extraordinaire de vivre avec toutes ces femmes et de pouvoir les dessiner. Donc elle faisait des portraits pour ces femmes prisonnières et avec qui elle s'est trouvée. Donc elle s'est dit, de toute façon le monde dehors il est injuste, pourquoi je sortirais? Je reste dedans et je fais quelque chose d'utile. Wow. Elle apportait beaucoup de soutien à ces femmes, c'est vrai. Donc voilà, Myriam en Australie, Yara en France... Soulafa qui a beaucoup osé, comme on peut constater. Voilà, illustratrice pour enfants, Gulnar qui est en donc, Turquie et Pays-Bas, artiste à l'intérieur de la Syrie. Donc, elle continue et elle veut toujours garder ses dessins dans notre site. Et artiste dans les régions hors contrôle du régime qui, elles, subissent plusieurs oppressions. Société, religion, voilà. Donc, qui prennent beaucoup de courage, c'est quand même vraiment un chapeau. Elle vient d'Idlib. Exactement, d'Idlib. Elle aussi, donc, qui est émergente, qui est devenue très connue. Une autre, donc, anonyme, pseudo. D'ailleurs, elle ne montre pas son visage. Les Nullités Unies, ça s'appelle. Voilà. Et d'autres qu'on a découverts récemment. Donc, vous voyez, on ne cesse pas de découvrir de nouvelles artistes, femmes et hommes. Voilà, et Sarah Khayat, voilà. Je voulais en fait finir avec une petite chanson très magnifique, dont je vous ai mis les paroles, juste pour vous donner une idée de notre vécu. C'est donc un artiste peintre, mais aussi musicien, et une chanteuse syrienne qui ont voilà, composé cette chanson.
Merci beaucoup, Sana. Merci à vous. Merci énormément, mesdames, pour tout ce que vous nous avez apporté en cet après-midi. Bravo à vous aussi. Longue vie à vos œuvres artistiques et à vos démarches, chacune d'entre vous.